Of knowledge is the ideal place to reflect on the state of global affairs and relations between peoples. Today, our world is in turmoil, marred by hunger, poverty, pandemic, disasters, displacement, inequalities, and humanitarian emergencies. We are facing the highest number of violent conflicts since World War II. The only credible answer to this torrent of threats is international cooperation, multilateral action, and global solidarity. Yet, in too many cases and places, we see the opposite. Ignorance, intolerance, and irrationality run rampant. History teaches that politics driven by anger, distortion, and discrimination is a recipe for disaster. But history also shows time and again that prosperity emerges wherever societies embrace diversity, cross-cultural exchange, and interreligious dialogue. The history of the Mediterranean is no exception. Cooperation and exchange produce prosperity and progress. It was Arab scholars who preserved the wisdom of ancient Greece for centuries before the Renaissance. And it was the navigation techniques pioneered and shared by Arab geographers and cartographers that enabled others to cross the oceans and circumnavigate the world. Now, more than ever, we need careful navigation to find the best way to a better world. That is a shared journey. We must resist those that seek to divide us. Let us recognize diversity as richness and reaffirm our common humanity. Let us return to reason, and let us reach out and together realize a future of dignity for all. I wish you a fruitful dialogue, and I thank you. In the countries in the West, including the United States, and in the countries of the Muslim world. I want to commend the hosts of this dialogue, the government of Morocco, including my friend, Foreign Minister Burrito. Project Atlanta, which builds bridges across cultures to counter all forms of racism and intolerance. And the UN Alliance of Civilizations. Under the leadership of High Representative Aratinos, it's done great work to foster more connections across borders, from exchange programs and youth video festivals to celebrating intercultural innovation. The insight at the root of this work is that our connections can be a powerful force for positive change. Our students learn together through educational exchange. Our companies do business together. Our countries face shared challenges together, including the climate crisis, the COVID-19 pandemic. Perhaps most importantly, we're connected by family and friendship ties that stretch back generations. Those bonds form the foundation that we're building upon across a range of urgent issues throughout the region, from forging peace in places of conflict, to expanding economic opportunity, to securing freedoms for people of all faiths, to dealing with the most serious consequences of climate change, including food and water security. The United States is working with many of your governments on these and other issues that directly shape the lives of our people. This dialogue will help advance that work. To do that, we have to reach beyond platitudes to policies and programs that can drive shared progress. The government ministers, scholars, entrepreneurs, and journalists attending this conference will help make that happen. I'm looking forward to hearing the outcomes of your discussions and how we can contribute to them through our diplomacy.
The fact that this dialogue is happening in Tangier, a historic crossroads where people of different nationalities and faiths traveled, settled, and shared knowledge of culture for centuries, is especially fitting. Across all of our differences, there is so much that our people and countries share. Perhaps most of all, our desire to build a world that is more peaceful, more prosperous, more free, more secure for our children and grandchildren. Ultimately, that's what events like these are all about. Thank you for being a part of it. Have a great dialogue. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Conseiller de Saint-Magistrat, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant un parterre tel qu'il est aussi prestigieux. Permettez-moi donc de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au Maroc. L'on ne pouvait espérer meilleur cadre pour accueillir un dialogue d'une telle envergure. Qui mieux que le pays qui se situe à la croisée des cultures, des continents et des civilisations, pour accueillir un débat ancré dans l'histoire, résolument tourné vers l'avenir et authentiquement axé sur le partage. Si le Maroc est le lieu idéal pour cela, les principes d'ouverture et de tolérance, les valeurs de paix et de vivre ensemble font pour ainsi dire partie de l'ADN du Rwanda. Et qui mieux pour incarner cet esprit d'ouverture et de passage au Tanger. Tanger, qui sous l'impulsion du souverain s'est agrandi, s'est modernisé et s'est ouvert encore plus sur le monde sans jamais perdre son âme. Il n'est pas anodin que ce soit Tanger qui nous accueille. Entre deux continents, entre deux rives, entre deux mers, Tanger a toujours été le carrefour, le trait d'union. Il a toujours gardé les yeux rivés sur l'horizon et l'âme ouverte à l'autre. C'est d'ici qu'Ibn Battuta est parti à la découverte du monde. Et c'est d'ici que Matisse et Delacroix sont venus trouver l'éclat de lumière et l'éclair de génie. Sans doute pourrions-nous nous aussi trouver l'inspiration nécessaire pour une réflexion lucide et féconde. Et c'est là l'évocation du projet Aladdin. Le projet Aladdin a une utilité forte dans l'une des expressions et l'organisation de ce genre de réunion. Mais son action, je suis sûr, va au-delà et son impact peut aussi être profond. En effet, chers Elisa, chers amis, l'engagement du Maroc aux côtés du projet Aladdin est un engagement de la première heure. En 2009 déjà, lors du lancement du projet, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans son message aux participants, nommait l'indisciple avec courage et rejetait le négationnisme avec rigueur. Depuis, le Maroc n'a cessé de soutenir le projet Aladdin, y compris en restant fidèle à son esprit et actif au sein de son conseil d'administration. Et je salue à cet égard l'engagement discret mais efficace de M. Andreas, le conseiller de Sa Majesté le roi, qui incarne cet esprit Aladdin. C'est que le projet Aladdin est venu cristalliser un engagement marocain de longue date. Le même engagement qui s'exprimait à travers la protection des concitoyens de confession juive par feu Sa Majesté Mohamed V face à la xénophobie et le racisme. Le même engagement qui s'exprimait à travers l'esprit de fraternité et d'ouverture cultivé par feu Sa Majesté Mohamed Hassan II et entre juifs et musulmans partout dans le monde. Et le même engagement qui s'exprime aujourd'hui et depuis plus de 2 décennies à travers l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour intégrer l'affluent hébraïque dans la constitution marocaine, valoriser et sauvegarder le patrimoine juif national. Quand votre père regrettait père, cher Léa, nous pensons au Maroc qu'il n'y a pas d'ennemi héréditaire. Comme vous, nous savons au Maroc que l'éducation ouvre à la tolérance. Et comme vous, nous défendons au Maroc l'histoire commune, pas dans ses déclinaisons partielles ou parcellaires, mais dans sa mémoire élevée qui appartient à nous tous. Et Sa Majesté le roi l'a dit en 2009, je cite, « Nous devons partir ensemble à la reconquête de la raison et des valeurs qui fondent la légitimité d'un espace de convivialité où les mots dignité, justice et liberté
auront à s'exprimer de la même façon et à se conjuguer avec les mêmes exigences, quelles que soient nos origines, nos cultures et nos spirituels. Fin de citation. Et c'est cet espace de convivialité que défend Sa Majesté le Roi, qui est l'essence même de la dimension de civilisation chère, dont je salue tout particulièrement le leadership engagé, inlassable, en la personne du haut représentant de l'unité concrète de la dimension. Oui, l'alliance est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, à un moment si particulier de l'histoire où les certitudes bougent, où la géopolitique se réécrit et où les causes à l'origine même de la création de l'alliance des civilisations connaissent une résurgence sans précédent. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Maroc compte abriter cette année le 9e forum de l'Alliance pour la première fois en Afrique. Chers amis, les échanges comme ceux qu'abritera le dialogue de Tanger sont essentiels, car le monde a toujours besoin de réflexion libre, des passionnés, out of the box comme on dit, out of the box. On a besoin d'une approche décomplexée des sujets complexes. Le monde a besoin de tolérance intellectuelle, de diversité et de perspective. Reste comment le dialogue de Tanger peut marquer sa spécificité et sa différence. Peut-être d'abord en transcendant le brainstorming vers une prise en charge active des sujets discutés. C'est pourquoi le mélange entre intellectuels, journalistes, politiques, décideurs et penseurs peut faire la différence. Ensuite, en pérennisant et en élargissant la réflexion, il faut que le dialogue de Tanger devienne une tradition, un rendez-vous régulier. Enfin, il ne faut plus que l'actualité dicte l'échéance de nos rencontres. Durable, le dialogue de Tanger doit aussi rester créatif, jamais redondant, audacieux, mais jamais sudiste. Et le contexte actuel le rend pertinent à plus d'un titre. Nous vivons une époque de transformation profonde qui nous invite à examiner le monde extérieur d'un œil et se livrer à un exercice d'introspection de l'autre. La pandémie a été un révélateur de l'état profond de la société internationale. Là où il devait cristalliser la conscience d'un destin partagé, la pandémie a porté le visage du chacun pour soi. Elle a marqué un affaissement de la coopération internationale à la faveur d'un repli national généralisé. On a vu détourner des masques à peine achetés. Et on a vu les masques être arrachés sur des tarmacs. On a vu les accès privilégiés prioritaires au vaccin, en ignorant le retour de boomerang d'une vaccination à 2 vitesses. Et à peine le monde parvient-il à percevoir l'espoir d'une relance post-Covid que d'autres sources de division commencent à revenir. On cherche davantage à vaincre et moins à convaincre. On instaure les jeux à son nu en consigne de victoire au lieu d'ériger la réussite mutuelle en règle de jeu. On parle de souveraineté à tout va, sacrifiant la sécurité collective sur l'autel de la souveraineté individuelle, comme si l'une et l'autre étaient exclusives. On renoue avec la violence comme mode de régulation, violence dans le langage, violence dans les actes, violence jusqu'à la perte. Qu'il s'agisse de l'emploi de la force ou d'une violence économique, les manifestations de conflictualité sont devenues légion. On confond l'intensité d'une conviction avec la brutalité d'une impulsivité. Et on se surprend ensuite de la montée du terrorisme et de l'extrémisme, qui se mêle du reste au séparatisme. La pensée unique prospère sur le terrain de fausses certitudes. Les extrêmes saturent le débat et remplissent l'espace malheureusement. Chers amis, je ne vous cache pas que j'étais anxieux sur ce que le diplomate que je suis peut apporter à une réflexion sur les Lumières. Il est certain que les Lumières ne sont pas seulement une période historique précise, cantonnée dans un espace géographique particulier, mais c'est plutôt un état d'esprit qui doit se frayer un chemin dans la diplomatie aussi. D'ailleurs, l'ère des Lumières est également celle de l'essor de la diplomatie moderne, non seulement parce qu'elle coïncide historiquement, mais parce qu'ils sont portés par le même air. Montesquieu disait « Ce ne sont pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine ».
Pour le paraphraser, je dirais ce ne sont pas les diplomates qui manquent, mais c'est la diplomatie. Et j'ajouterais même la diplomatie des Lumières. Et permettez-moi de partager avec vous quelques éléments à ce sujet. Le temps diplomatique doit redevenir géopolitique, et pas seulement politicien. C'est un temps long, un temps stratégique, qui a besoin d'élan pour se construire dans la durée, et d'espace pour expliquer, et d'endurance pour faire adhérer. C'est tout le contraire du temps tactique, qui se déploie par petits coups, et vit des sondages et des réactions. La diplomatie des Lumières est une course de fond, pas un sprint de réponse. Les Lumières sont souvent dans la subtilité de la trajectoire. Et c'est le sens de la construction diplomatique patiente, mais visionnaire menée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Afrique, au Moyen-Orient, et servie sur les questions multilatérales et globales. Deuxièmement, la meilleure solution n'est pas nécessairement celle que nous n'avons pas encore trouvée. Elle est peut-être et souvent juste devant nous. Au Moyen-Orient, par exemple, le salut passe peut-être par un retour à l'essentiel, c'est-à-dire une solution qui permet la cohabitation, le respect des droits légitimes des uns et des autres, et le dépassement des rancœurs et des rancunes, des attentes et des déceptions. C'est aussi valable en Afrique du Nord, pour ramener de la raison dans des choix qui défient souvent toute rationalité. Troisièmement, le monde gagne à avancer vers la reconnaissance, comme l'a dit Sa Majesté le Roi. Et je cite, « Les radicalismes, qu'ils soient ou non religieux, reposent sur la non-connaissance de l'autre, l'ignorance de l'autre, l'ignorance de l'autre. La reconnaissance est une négation de toute forme de radicalisme. Et c'est cette reconnaissance qui nous permettra de relever le défi de notre présent tourmenté. » Fin de citation. Mais pour aller vers cette reconnaissance, encore faut-il d'essentialiser les religions, et en particulier la religion musulmane et ses croyants. Pour le Maroc, pays de la commanderie des croyants, la religion doit être un rempart contre l'extrémisme, et non son prétexte. C'est cela que prend Sa Majesté le Roi à travers la diplomatie culturelle du royaume en Afrique. La Fondation Mohamed VI des Ulama et l'Institut Mohamed VI pour la formation musulmane sont là précisément pour contrer le radicalisme qui sévit aux portes de l'Afrique et promouvoir l'islam de la modération du juste milieu. Sa Majesté l'a dit, la religion est lumière, savoir, sagesse. Elle trouve son expression la plus éloquente dans l'appel d'Al-Quds, dans lequel Sa Majesté le Roi et le Pape François ont appelé à préserver la ville sainte, Jérusalem, la Quds Sharif, comme patrimoine commun de l'humanité, et par-dessus tout, et ouverte par-dessus tout aux fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultive le respect réciproque et le dialogue. Excellences, Mesdames et Messieurs, à quelques exceptions près, la relation entre l'Occident et le monde musulman n'a pas toujours été harmonieuse. C'est là peut-être une évidence historique, mais pas une fatalité. Mais comme dans la plupart des interactions entre civilisations, il y a toujours des dimensions positives, même dans les frictions les plus douloureuses. L'université musulmane d'Al-Qarawi n'a-t-elle pas formé un souverain pontife, le pape Sylvestre II? L'Andalousie musulmane n'a-t-elle pas joué le rôle dans le cheminement de l'Occident vers son siècle de lumière? Cette même Andalousie musulmane n'a-t-elle pas été le chaînon pour rétablir le savoir entre la science moderne et les connaissances de la Grèce antique? Les croisades n'ont pas été paradoxalement une opportunité d'échange d'idées et de connaissances en même temps que de conquête et de commerce. De même pour la médecine et la philosophie. Bien nombreuses sont les innovations qui ont traversé les barrières de la civilisation avant de traverser les barrières de l'espace et du temps. Alors, pour reprendre le titre d'une du Jet 7 du dialogue de danger, nous devons réinitialiser les relations entre l'Occident et les pays musulmans. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc apporte la démonstration que le monde musulman n'est pas un fardeau pour l'Ouest. Bien au contraire, un pays qui apporte des réponses nationales à des problématiques globales pressantes, un pays qui contribue
de manière active au débat et aux actions autour de ces problématiques. Il est d'ailleurs un allié central dans la lutte contre le terrorisme, un partenaire crédible contre les changements climatiques, un acteur responsable de la gestion de la migration. Ce sont précisément nos complémentarités qui nous permettent d'appréhender une diplomatie des Lumières en action. Le siècle des Lumières a ceci de particulier, c'est qu'il n'a jamais cessé d'inspirer l'humanité. Et si parfois on n'arrivait pas à l'égaler, l'on pourrait peut-être se contenter d'emprunter sa grammaire. L'enjeu du dialogue de Tanger est de remettre les Lumières à l'ordre du contemporain. Puisse Tanger porter haute cette ambition, celle d'un monde meilleur, où les Lumières de qui viennent ne laissent personne ni dans l'obscurité ni dans l'ombre. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.